C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. Bonjour et bienvenue dans ce 5e numéro de C'est pas tranché, une émission où on va parler de bons plats, de recettes de cuisine et de la transmission de notre savoir-faire culinaire. Une transmission qui a décliné au fil des générations. Aujourd'hui, 52% des Français estiment qu'ils cuisinent moins bien que leurs parents. Mais une transmission qui a le vent en poupe avec la vogue des blogs culinaires, avec la vogue des ateliers de cuisine, avec le succès des émissions de télé liées à la cuisine qui fédèrent entre 5 et 6 millions de téléspectateurs par semaine. Alors, cette transmission qui a le vent en poupe, comment ces nouveaux modèles de cuisine à la maison renforcent-ils la transmission de nos savoir-faire familiaux, le retour aux bons produits? Peuvent-ils aider en période de crise à retrouver le chemin d'une alimentation plus équilibrée, meilleur marché? Et quel rôle la viande a-t-elle à jouer dans ces valeurs d'apprentissage et de partage retrouvées autour de la cuisine? Nous allons en parler avec nos invités. Blandine Vier, bonjour. Vous êtes journaliste, auteur. Vous vous définissez vous-même comme gourmet des mets et des mots. Plus de 130 ouvrages écrits autour de recettes de cuisine, mais surtout des produits, de la manière de les accommoder, de les choisir. Vous valorisez les recettes simples et le retour du goût des bons produits. Vous avez aussi un blog qui s'appelle Créta Garbure. Ségolène Lefebvre, bonjour. Vous êtes historienne de la cuisine, enseignante aussi et auteur aussi d'un blog, un des premiers blogs sur le savoir culinaire qui s'appelle, alors je vous laisse le présenter. Boire et manger, quelle histoire. Boire et manger, quelle histoire. Voilà, avec plein d'informations sur l'histoire des produits et vous nous parlerez justement de l'éducation au goût et de l'histoire justement de cette transmission culinaire. Nicolas Bergerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Atelier des Chefs qui existe depuis 2004 et qui aujourd'hui délivre des cours de cuisine à quelques 250 000 personnes en France et aussi à l'étranger. On va en parler et notamment de cette vogue des ateliers de cuisine. Je voudrais qu'on commence en partageant ensemble un peu le constat de cette perte de transmission culinaire qui s'est fait un peu au fil des générations. Ségolène, vous qui êtes historienne de la cuisine et du goût, qui observez au fil des siècles un petit peu la manière dont on transmet le savoir-faire culinaire, comment se transmettait-il traditionnellement et comment expliquez-vous qu'il se soit perdu de la sorte au fil des générations ? Alors, il s'est transmis pendant des siècles oralement, puisque la plupart des gens étaient illettrés. Donc, de toute manière, il n'y avait pas d'autre solution, que les livres de cuisine d'abord sont apparus très tardivement. Le premier livre à destination des ménagères, c'est fin XVIIIe siècle, le livre de Menon. Et après, c'est un livre pendant la Révolution française, La cuisinière républicaine, de la veuve Mérigot, qui fait l'apologie de la pomme de terre d'ailleurs. Et donc voilà, les livres de cuisine apparaissent tard, donc c'est une transmission intergénérationnelle en fait. Et alors, le grand choc, c'est dans les années 70 en fait, parce que il y a l'arrivée des femmes sur le monde du travail, mais c'est pas que ça. Je pense c'est aussi le féminisme, les tâches ménagères, dont la cuisine, font partie des trucs à jeter. Voilà, pas du tout valorisant, il vaut mieux aller faire du yoga ou aller voir son psychanalyste, alors qu'en fait, éplucher des carottes, à mon avis, c'est aussi efficace. Mais bon, on a changé de manière de cuisiner aussi, pour des choses plus rapides, en fait, plus rapides. Et c'est vrai que la génération des jeunes femmes de 30 ans qui sont arrivées ces dernières années, qui sont mariées, qui ont été indépendantes, elles se sont trouvées démunies devant la cuisine. La génération des femmes de 30 ans un peu perdues face à la cuisine, vous l'appelez, vous, Nicolas Bergerot, la génération perdue. Une génération perdue justement à laquelle vous êtes adressé en créant l'Atelier des Chefs en 2004. Quel constat avez-vous fait à ce moment-là de la perte de transmission culinaire justement ? Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en 2004, il y avait effectivement une génération qui disait « je ne sais pas cuisiner parce que je cite, comme vous le disiez, maman m'a pas appris ». Et inversement, que les écoles de cuisine qui existaient, il y avait quasiment plus d'écoles ménagères, mais les écoles de cuisine étaient toutes très haut de gamme, des cours longs, chers et compliqués. En créant l'Atelier des Chefs, on a inventé un concept où on pouvait apprendre à faire la cuisine en une demi-heure à l'heure du déjeuner pour 17 €. Blandine, vous qui depuis très longtemps travaillez 130 livres, je disais tout à l'heure, sur le plaisir de retrouver les recettes simples et les bons produits, comment vous analysez cette perte de transmission culinaire et est-ce que c'est aussi une perte du goût et du bon produit, je dirais ? J'ajouterais qu'il y a eu aussi dans les années 70 l'apparition de la dictature de la diététique, qui n'existait pas avant,
qui a eu des conséquences aussi sur la volonté de ne pas se mettre en cuisine parce qu'il fallait faire attention. Je pense que c'est surtout une perte du bon sens. Et effectivement, tout ce qui se transmettait avant par le gynécée, par mimétisme, rien qu'en regardant sa maman, sa grand-mère, voilà, a disparu, et donc une perte de repères, tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression que ces ateliers, ces cours de cuisine dont on parle, valorisent ce bon sens de la cuisine dont vous parliez ? Mais la cuisine, c'est le bon sens avant tout, sinon c'est pas la peine, et ça devrait justement être ça, tout le temps. Que ce soit à la maison, que ce soit justement dans ces ateliers. Et il faut aller dans ces ateliers non pas avec l'esprit de pouvoir après faire à la maison les mêmes recettes qu'on va manger au restaurant, mais au contraire, c'est justement retrouver des acquis qu'on a perdus et faire des choses, retrouver des gestes voilà, qui devraient être essentiels et que par manque qu'on n'a plus vu, qu'on n'a plus regardé, qui n'ont plus été transmis et voilà, qui sont pourtant très très simples. Ce bon sens, vous le travaillez autour de ces recettes très simples, autour aussi de ce que vous appelez une cuisine de pauvres, de ménagères, que vous valorisez beaucoup. Alors, pour moi, la vraie créativité, c'est la cuisine de pauvres, parce que c'est beaucoup plus difficile, à mon sens, de faire manger à sa famille des pommes de terre 7 jours par semaine, en leur faisant manger tous les jours un plat différent, que de mettre du poivre de Szechuan, du yuzu ou je sais pas quoi dans un truc qu'on balance comme ça pour faire un petit peu chic et insolite et ludique. Non, pour moi la créativité c'est pas ça. C'est vraiment faire avec ce qu'on a autour de soi, dans son jardin, dans son placard, dans son frigo, des choses simples, bonnes. C'est aussi l'utilisation des restes. Donc, ne pas hésiter, par exemple, à prévoir un plat un petit peu plus généreux au départ pour pouvoir le servir le lendemain d'une manière différente. C'est aussi ça, l'économie domestique, une bonne économie ménagère. Et finalement, ça fait partie aussi, ça, du bon sens familial et de ce qui fédère les membres de la famille. Nicolas, vous valorisez dans les cours de cuisine, alors on parlait du yuzu, du poivre de Szechuan, ça doit être très en mode, à la mode dans ces cours-là. Est-ce que vous valorisez aussi cette économie domestique ménagère, l'art d'accommoder les restes, de faire avec ce qu'il y a dans le placard ? Bien sûr, puisqu'on s'inscrit vraiment dans la quotidienneté, ça ne nous empêche pas de temps en temps de mettre un peu de yuzu et de poivre de Szechuan, parce que ça peut rendre un plat classique un peu spectaculaire. Mais oui, plus réfractaire. Mais Blandine a 100 fois raison. Aujourd'hui, il est plus important de savoir faire une bonne daube de bœuf, d'en prévoir un peu largement, parce que le lendemain, on va pouvoir faire un parmentier avec le reste de daube de bœuf, et puis il en restera encore un peu pour faire 3 ravioles le surlendemain. Que d'apprendre à faire des recettes fantastiques qu'on va faire une fois dans sa vie, on va en foutre partout, on va s'énerver, on va pas y arriver, et puis on se découragera. Donc il faut se faire plaisir à son niveau, puis quitte à progresser, et puis après un jour peut-être découvrir que le poivre de Szechuan va apporter un truc, mettre le petit zeste d'orange dans la daube et tout d'un coup ça va tout changer. Ségolène, on voit c'est important d'avoir une transmission autour des recettes, autour du bon sens culinaire. Vous travaillez beaucoup autour de l'histoire des produits, c'est véritablement la base de votre blog. En quoi il est important aussi de connaître finalement, de s'intéresser à ce que sont ces produits, à leur histoire, pour pouvoir faire aussi de ce temps, refaire de ce temps de la cuisine un temps de parole, d'échange, de convivialité? Eh bien parce que je pense que les aliments sont devenus complètement sortis du quotidien, c'est-à-dire qu'on les trouve sous vide, on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus quelle saison on doit les manger et tout. C'est vrai que mon livre Le goût des légumes, j'ai fait pour ça. Enfin, j'ai dit, il faut quand même qu'on comprenne un peu qu'il y a une saison, on ne mange pas des tomates en décembre et des endives en août, c'est n'importe quoi. Et puis, ils ont une histoire à raconter, ils ont fait des voyages fabuleux, ils ont mis du temps, enfin, je sais pas, l'aubergine, la pomme de terre, la tomate, on a mis plusieurs siècles à les adapter en France. Enfin, c'était quelque chose la pomme de terre en particulier.
On n'imagine pas ce que c'est qu'un cassoulet sans haricots, et pourtant ça existait. Voilà. Donc il y a toute une histoire des plats cuisinés qui est aussi passionnante que l'histoire des personnages, des rois et des traités, enfin bien plus amusante d'ailleurs. Voilà. Et puis qui fait notre quotidien. Et en plus, moi je trouve que le produit il ramène aussi à une communauté. Les produits, ils étaient d'une certaine région. En fait, la cuisine, c'est une histoire de tous les jours depuis des siècles avec des produits. Et on s'aperçoit que plus le produit est bon, plus la cuisine est simple. Cette transmission du savoir autour des produits, comment est-ce que vous la faites et comment elle se fait aujourd'hui concrètement? Ce n'est pas forcément dans les ateliers, un peu. Mais un petit peu dans certains est-ce que ateliers, oui. ça se fait par quel biais essentiellement? Alors, certains cours de cuisine, effectivement, insistent, ça peut se faire autour d'un produit, donc on parle un peu du produit. Après, elle se fait dans des livres, elle se fait... après, c'est aussi interroger, quand on a la chance de pouvoir aller sur un marché, avoir un producteur, un bon épicier, enfin un bon marais, enfin comment on appelle ça, un primeur, voilà, de lui poser des questions, voilà, et il répond, en général, ils sont au courant. L'importance du produit est essentielle dans la transmission culinaire, elle l'est pour la saisonnalité des fruits et des légumes. La viande, elle, qui est un produit aujourd'hui considéré comme de plus en plus cher, quelle place elle peut avoir justement joué dans cette transmission culinaire de ce que peut être un bon sens? C'était la viande, c'était le plat des mijotés, c'était le plat aussi de cuisiner avec les restes. Est-ce qu'elle est essentielle justement pour retrouver cette cuisine-là? Alors, elle a évidemment une énorme place, il y a quelque chose de mythique, la viande, c'est ce qui semble le plus nourrissant, c'est noble. Alors que les plats mijotés se faisaient plutôt avec les bas morceaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt vers les rôtis, la viande rouge, les côtes de bœuf. C'est un animal qui est derrière, c'est la manière dont il est élevé, c'est une région, c'est pas la même vache en Normandie, en Aquitaine, en Charolais. Donc tout ça, je pense que c'est important, ça n'a pas le même goût au final, c'est pas forcément présenté de la même manière dans l'assiette. Nicolas Bergerot, vous travaillez au sein de l'atelier des chefs, finalement des recettes qu'on a un peu oubliées. On parlait tout à l'heure de tous ces mijotés, toutes ces recettes à base notamment de beaucoup de viande. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'elles sont très demandées finalement par aussi les participants aux ateliers de cuisine? Et est-ce que vous les mettez en avant? On redécouvre l'avant des animaux. On a, comme le disait tout à l'heure Blandine, travaillé les filets, travaillé les côtes, et puis avant les côtes, il y a l'avant. Et l'avant permet de faire des recettes différentes, très bonnes, très savoureuses, que les gens ne connaissent plus, mais qu'ils ont envie de redécouvrir. On découvre aussi les abats. Une petite anecdote, on a programmé un jour un cours autour du foie de veau, mais on avait un seul atelier, il y avait la queue partout, et les gens se sont inscrits au cours de foie de veau sans bien réaliser que c'était du foie de veau. Ils arrivent tous dans le cours, ils disent « mais non, je ne veux pas faire du foie de veau, moi je déteste ça, je ne vais pas apprendre à faire ça ». On n'avait que ça dans le frigo. Donc on leur a dit, on pense que vous vous souvenez probablement d'un vieux fouet de génisse bouilli de la cantine. Faites le cours de foie de veau avec Jean-Sébastien, il va être bien épais avec sa petite tombée d'échalote. Si vous n'aimez pas, vous ne payez pas. 1, ils ont tous payé. 2, ils ont redécouvert le fouet de veau parce que voilà, ils ont évacué ce mauvais souvenir, ils ont redécouvert ce produit et le plaisir qu'ils avaient à le cuisiner. Et des anecdotes comme ça, on en a tous les jours. Le topinambour, le salsifis, les avants, enfin il y a tout, il y a tout. Il faut savoir pour connaître, il faut savoir pour aimer. Je voudrais qu'on voit aussi la manière dont on peut aujourd'hui mieux créer des dynamiques autour de cette transmission culinaire à travers les différents acteurs que vous êtes notamment. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, à travers notamment des logiques de partenariat, s'adresser à une population plus grande qui n'a pas accès culturellement ou financièrement finalement à de tels ateliers ou de tels ouvrages comme ceux de Blandine. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à tous travailler dans le même sens avec de bons ouvrages, avec de bonnes recettes sur le web, avec de bons cours de cuisine. Et nous, même nos cours de cuisine, maintenant, on les fait en direct sur Internet pour essayer de toucher le plus grand nombre. C'est moins cher à produire et donc on peut baisser les prix sensiblement. On a maintenant des cours à l'unité à 25 centimes par cours. Donc vraiment pour dire à tout le monde, regardez le cours chez vous, vous allez pouvoir poser des questions au chef, il va être en direct, vous allez pouvoir lui parler, il va vous répondre en direct. Vous allez faire une recette qui va de la quiche lorraine à l'opéra. Et néanmoins, parce qu'il y aura un chef pour 1000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes, on peut baisser les coûts dramatiquement. Donc moi, ma vraie vision, c'est de reprendre tout ce que disaient Ségolène et Blandine. Continuons à prêcher la bonne parole sur le produit, sur l'acte, sur la valorisation de la façon de faire la cuisine et de celui qui l'a fait. Et puis vous allez voir qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place. Quand vous vous remettez à cuisiner et que vous sentez que vous vous valorisez, vous êtes heureux de le faire. Et puis ceux qui vont manger votre cuisine sont heureux de la manger.
et puis ils vous demandent où est-ce que vous avez trouvé la recette. Alors vous pouvez dire dans un magazine, dans un bouquin, dans un cours, sur le site web. Justement, est-ce que les commerçants et les artisans peuvent être de très bons ambassadeurs du goût et du bon produit et de la transmission culinaire? Est-ce que les émissions télé que l'on voit, ces nouveaux modes de transmission culinaire, sont-ils pour vous aussi de bons ambassadeurs et comment pourrait l'être-t-il mieux? Alors moi, il y a dans toutes ces émissions, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est qu'on remontre de la cuisine, de la vraie cuisine, où on assemble des ingrédients, de la cuisine un peu sophistiquée, parfois de la cuisine très simple, de la cuisine économique. On en parlait tout à l'heure dans toutes nos émissions, les émissions de télé, il y a toujours l'épisode avec le panier pour 10 € pour 4 personnes. Donc tout ça, c'est bien. Et puis à côté de ça, il ne faut pas non plus virer dans l'extrême en disant qu'il faut toujours que la cuisine, on en parlait tout à l'heure, soit extrêmement bien présentée, un peu chichiteuse, parce que de toute façon, on ne peut pas faire ça tous les jours. Non. Donc il faut se laisser inspirer, se laisser donner envie par les émissions de cuisine, et puis après, retrouver les pieds sur terre en se disant qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pour ne pas me décourager tout de suite. Blandine et Ségolène, justement, ces émissions de télé, comment peuvent-elles être de bons ambassadeurs de ce qu'on dit, c'est-à-dire de cette transmission culinaire? Et je dis, parler de la cuisine, c'est bien. Bon, maintenant, il y a l'art et la manière. Donc, c'est vrai qu'il y a... on peut apprendre à savoir. Bon, il y a le côté spectacle qui est un petit peu dérangeant, mais ça fait rien. Là où il faut faire attention, c'est bon, si ça fait rêver, c'est bien. Si ça peut si ça laisse croire à certaines personnes, à certains jeunes, qu'on va être chef en 3 mois au lieu de faire 3 ans d'école hôtelière, là, c'est évidemment un leurre. Mais il y a effectivement du positif. Bon, le danger, c'est vrai, c'est de vouloir stariser trop ces émissions et donc d'y inviter des produits de luxe trop. Mais parler de la cuisine, c'est bien quand même. Oui, c'est vrai, c'est bien. De toute façon, quand on parle des choses, ça fait avancer les choses. Après, il faut redonner le goût d'une cuisine simple, effectivement. Chichiteux, c'est quand on sort. Le chef, il est là, il a toute une brigade avec lui. Nous, on est tout seul dans sa cuisine à monter l'assiette. Après, on a une table de vaisselle. Voilà, on n'a pas les instruments, etc. Donc, il faut aller vers des choses très simples qu'on maîtrise et qu'on va réussir. Si on essaie de faire un truc compliqué, on va s'énerver, on va amener un plat raté. Est-ce qu'aujourd'hui, cette transmission, il passe de plus en plus par les réseaux sociaux? Vous qui êtes dans des blogs, est-ce qu'aujourd'hui, ou Marmiton, sont finalement la transmission culinaire qui se faisait en famille, demain, elle se fera de plus en plus par ces réseaux sociaux? Est-ce que vous y croyez ou non? Alors, c'est une des réponses, parce que malgré tout, on s'adresse à des gens qui viennent vers nous, donc il y a déjà une motivation. Ce qui serait bien, c'est qu'on aille au-delà et qu'on touche aussi les gens qui, a priori, ne sont pas forcément intéressés. Mais oui, bien sûr, et les réseaux sociaux, c'est patent qu'il y a une volonté de... je ne sais pas si c'est une mode, mais en tout cas un intérêt qui est évident. Moi, je me rends compte sur mon blog le nombre de questions directes que je reçois par mail sur le produit, comment le trouver. Mais même, ça peut être des chercheurs, des étudiants. J'ai beaucoup aidé d'étudiants à travailler sur ces choses-là. Donc ça prouve que c'est intéressant. C'est pour ça que nous, on a découvert à travers nos cours de Cuisine Live en ligne quelque chose d'incroyable. On a plus de 2000 personnes qui cuisinent en même temps. Et je vous assure que quand elles se parlent à travers un chat, il n'y a rien de plus impersonnel qu'un chat. Mais si Jules Monly, Eliane du Cap d'Agde, etc., maintenant, moi, c'est devenu mes interlocutrices hebdomadaires. Ils se parlent entre eux et ils se parlent de cuisine, de la recette qui a lieu à ce moment-là. Et je vous assure qu'il y a une espèce de réseau social qui est en train de se former. Et puis c'est une jeune femme qui dit « je comprends pas, ma chantilly monte pas ». Et puis c'est un gars qui va lui répondre « ta chantilly monte pas parce que tu as pris de la crème légère ». Et puis qui va lui proposer d'apporter la sienne. Puis il y en a une qui est à Toulouse, l'autre à Brest. Peu importe, mais voilà, c'est un beau moyen de se parler, de se reparler, de parler, si ce n'est d'une passion ou d'une activité quotidienne. Et bien sûr, alors après, il faut dépasser les travers de ces réseaux sociaux, mais je trouve qu'il y a quand même un moyen de diffuser la bonne parole qu'on n'avait pas il y a pas si longtemps que ça. On avait donc avant une transmission culinaire qui était vraiment dans le cercle familial, hein, c'était la grand-mère, c'était la mère, et maintenant on voit bien à travers nos échanges qu'elle peut se faire en 2.0. Et je crois qu'il n'y a aucun des moyens... c'est la somme de tous les moyens qui feront que faire la cuisine continuera à être cette activité qui, on voit bien, ceux qui la font, ils sont plus heureux que les autres.
Et merci en effet de voir que cette transmission culinaire, eh bien, on le voit bien aujourd'hui, elle ne se fait plus à l'ancienne, bien évidemment, mais elle peut se faire et elle peut se faire à travers tous ces nouveaux moyens dont vous êtes aujourd'hui les acteurs, à travers vos blogs, à travers vos livres, à travers vos ateliers. Et puis on le voit à travers les émissions, à travers les commerçants, demain les écoles peut-être. Merci à vous et au prochain numéro de C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché. C'est pas tranché.